Donc vous avez pu me voir ces jours-ci, le plus grand explorateur, je fais 1m68 quand même. Il y a plus grand que moi. Donc tout ce que le maire a énoncé sur ma liste de courses, effectivement, on a l'impression que j'ai un siècle. Ça fait un moment que ça dure et je ne m'en lasse pas. On va passer un petit film d'une dizaine de minutes qui retrace en image ce que monsieur le maire vous venez d'énumérer sur ma liste de courses. Et j'ai retenu effectivement que j'étais allé à la force des mollets. Donc à la fin, je vous montrerai mes mollets. C'est effectivement le mollet, mais en même temps, c'est quand même le cerveau qui commande les mollets et qui jouait une part importante. Je pense que le pôle Nord, c'était 70% dans la tête et 30% dans les mollets. Et je suis revenu transformé, vous m'invitez à parler de la musculature, je suis revenu transformé physiquement déjà, parce que ce sont des efforts qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et donc tirer son traîneau, on y va aussi avec les mollets, mais aussi avec les bras et les épaules. Et à la fin, mes deux omoplates se touchaient. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Regardez un film qui est une dizaine de minutes, et puis je reviens vers vous. Jean-Louis Etienne. À 64 ans, ce médecin explorateur, comme il se définit lui-même, n'en finit pas de parcourir le monde. D'abord spécialisé dans la nutrition et la biologie du sport, Jean-Louis Etienne s'intéresse rapidement à l'aspect médical de la physiologie humaine dans les conditions extrêmes. Par goût de l'aventure et de la recherche, il va participer à de nombreuses expéditions dans l'Himalaya, au Groenland et en Patagonie. Amoureux passionné de la montagne, il ne délaisse pas pour autant les océans et poursuit son chemin maritime comme équipier à bord de Penwick 6 d'Éric Tabarly lors de sa course autour du monde dans les années 70. Les 10 années d'expédition que j'ai faites avec Tabarly, avec Kola, les navigations avec le Père Jaouen, à l'Himalaya, un peu partout, c'est une tranche de vie exceptionnelle, quoi. J'avais un métier qui m'ouvrait à tout ce que j'aimais. Je n'avais comme seule responsabilité que moi-même. J'étais dans une insouciance totale. Je n'avais aucun profil de carrière. J'étais dans une jouissance des instants J'étais dans un présent qui m'a extrêmement nourri. Je me suis aussi habitué à connaître ces expéditions, comment est-ce qu'on les montait. J'ai totalement dédié ma vie à ce que j'avais envie de faire. C'est un souvenir impérissable et c'est quelque chose qui me fait dire aux autres d'aller un instant dans sa vie ou le plus possible vers la voie de ses rêves. Après 10 ans d'une vie aventureuse bien remplie, pour Jean-Louis Etienne, c'est l'appel des pôles. Chaque fois que j'en parle, c'est énorme. Je revis ce moment, c'est énorme. En 1986, il est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. 1000 km, parcourus une moyenne de 20 km par jour. Des températures pouvant atteindre moins 52 degrés. Chaque jour, il marche 8 heures d'affilée, sans pouvoir s'arrêter pour déjeuner à cause du froid. Marcher, marcher encore, franchir les obstacles, tirer son traîneau. Entièrement concentré sur la tâche à accomplir. Chaque jour est un combat contre la fatigue, le froid et la solitude. Le soir, après avoir monté sa tente, dans un endroit aussi abrité que possible, il trouve sa récompense dans la distance parcourue qui le rapproche du but. Aller seul au pôle Nord, c'est très très orgueilleux comme parcours. Très ambitieux, vous voyez, et on se trouve confronté, une fois qu'on est seul tout d'un coup sur la banquise, à cette espèce d'invention qu'on s'est faite en disant mais je me suis inventé un truc qui me dépasse. Et donc il faut faire appel à des forces, ce qu'on peut appeler du courage tout d'un coup pour aller plus loin que l'idée qu'on se faisait de ce dont on était capable. On découvre ses limites, quoi.
J'aime bien de dire qu'on ne les repousse pas, on les découvre, on ne sait pas de quoi on est capable tant qu'on n'a pas été confronté, vous voyez. Et donc là, j'avais mis la barre très haute. Ça m'a apporté le message que je transmets régulièrement quand je vais dans des classes ou même dans des assemblées d'adultes, persévérer. Quoi que l'on fasse, on a des seuils à passer. Donc la persévérance permet de se réaliser. On ne peut pas se réaliser dans la vie sur des sommes de frustration, de choses inaccomplies qui vous restent comme quelque chose que vous auriez aimé faire. Il faut toujours aller vers ce que l'on aime. Le tour du monde, C'est alors le début de 20 années d'expédition. Entre juillet 1989 et mars 1990, il est co-leader avec l'Américain Will Steger de l'expédition internationale Transantarctica, au cours de laquelle il réussit en traîneau à chien la plus longue traversée de l'Antarctique jamais réalisée, 6300 km. Infatigable défenseur de la planète, Jean-Louis Etienne a mené entre 1990 et 1996 plusieurs expéditions à vocation pédagogique, pour faire connaître les régions polaires et comprendre le rôle qu'elles jouent sur la vie et le climat de la Terre. À bord du voilier polaire Antarctica, il part en 1991 et 1992 pour la Patagonie, la Géorgie du Sud et la péninsule antarctique. Moi, je ne suis pas le scientifique de terrain. J'offre l'accès à des territoires qui sont souvent difficiles, si vous voulez, ou coûteux. Et j'adore raconter des histoires. Et je trouve que l'aventure est une passerelle formidable entre la science, les sciences de la Terre, aujourd'hui l'environnement, et le public ou les scolaires. En 1993 et 1994, c'est l'expédition au volcan Erebus, situé sur le continent antarctique. Un volcan actif dont le sommet culmine à 3794 mètres. Après 10 jours d'ascension pour atteindre le sommet, une déception attend les scientifiques. Le cratère est éventré par des effondrements et le lac de lave s'avère inaccessible. S'il est impossible pour l'équipe de descendre au fond du puits, l'expédition permettra aux scientifiques de ramener de précieux échantillons de glace et de gaz. Puis en 1995 et 1996, l'hivernage au Spitzberg à bord d'Antarctica. Pris dans sa gangue de glace, le bateau restera prisonnier 8 mois sur la banquise. Entretien du bateau, prélèvement de plancton, mesures et comptages, programmes océanographiques sont effectués régulièrement à l'extérieur. En février, après 4 mois de nuit, c'est le retour de la lumière et la découverte d'un environnement jusque-là caché. Au printemps 2002, Jean-Louis Etienne a réalisé la mission Banquise, une dérive de 3 mois sur la banquise du pôle Nord, à bord du Polar Observer pour un programme de recherche et d'information sur le réchauffement climatique. Après 3 mois de navigation, au gré des courants de dérive, ce voyage immobile prend fin, avec le morcellement des glaces qui s'annonce. Avec mon expérience, je suis devenu un passeur d'informations. L'idée, c'est toujours pareil de positiver, je crois, parce que c'est un mot un peu banal, mais faire la liste de tout ce qui ne va pas, c'est bien. Mais insuffler tout d'un coup une dose d'espoir, parce qu'il y a des solutions, c'est le rôle que je prends bien volontiers. Parce qu'on ne peut entraîner une population que si on lui montre qu'il y a un chemin, quoi.
En 2010, c'est l'expédition Generali Arctic Observer. Jean-Louis Etienne se lance dans une aventure qui n'a encore jamais été réalisée, la traversée du pôle Nord en ballon. Après plus d'1 an de préparation et d'entraînement, c'est en avril, depuis l'archipel norvégien du Spitsberg, que Jean-Louis décide de partir seul, à bord d'une rosière, ballon mixte d'hélium et d'air chaud. C'est magnifique. Général Lee et Jean-Louis Etienne s'engagent sur ces terres polaires pour attirer l'attention du monde sur le chaos climatique à l'échelle planétaire qu'engendrerait la disparition de la banquise arctique. C'est absolument magique, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un moment d'une grande intensité et ça devient petit à petit une beauté magnifique. Vol à très basse altitude, brouillard, tempête, début d'incendie, perte de ressources électriques et électroniques, privation de sommeil. Rien n'est épargné à Jean-Louis Etienne durant cette traversée du pôle Nord en ballon. Après plus de 120 heures de vol et 3500 km parcourus, c'est finalement en pleine Sibérie que Jean-Louis Etienne se pose. Bravo. C'était plus que j'imaginais. Ouf. Ah putain. Une nouvelle fois, il réalise une première mondiale. Je faisais comme ça, j'avais les larmes qui me coulaient sur les joues. Bouge pas trop. Une aventure audacieuse, digne des romans de Jules Verne, pour ce découvreur hors norme. C'était beaucoup plus dur que je n'imaginais. Hier, j'ai un contact en France, là, qui m'a dit alors ça a duré 5 jours, vous pensiez ça? J'ai l'impression que ça durait 1 an. C'était du non-stop permanent, non-stop, avec l'œil rivé sur 2 choses, le variomètre, c'est-à-dire est-ce que ça monte ou ça descend, et l'altitude. C'est inimaginable, quoi. Je suis allé, en ce qui me concerne, assez loin, quoi. Les adultes en situation de gouvernance aujourd'hui, qu'elle soit industrielle, politique, même familiale, ont pris les questions environnementales sur le dos, un peu sur le tard, n'ont pas été formés à ces préoccupations. Mais les générations qui arrivent, il faut qu'elles aient ce réflexe spontané qu'à chaque décision qu'ils prendront, ça a des conséquences. Et prendre ces conséquences en compte et d'agir en fonction de ça. Merci. Vous avez compris que vous avez un héros en face de vous. Et en fait, j'ai commencé par un CAP de tourneur-fraiseur, ce qui m'a beaucoup aidé dans la vie et qui continue de m'aider. J'ai fait de la technologie, de l'atelier, et donc je sais déjà me servir de mes 10 doigts. Et ça, c'était une base. Ensuite, dans le cursus scolaire, j'ai passé un CAP de tourneur-fraiseur. Et j'ai eu la chance d'être à un moment donné orienté vers le bac technique, par un prof de maths qui m'a aidé. Et donc le bac technique venait d'être créé. Le bac, c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé. Je voulais faire menuisier. J'aimais le bois depuis tout petit. Je travaillais le bois. J'aimais l'odeur du bois, l'odeur de la colle à bois. Et je voulais faire menuisier. Donc au collège technique, il n'y avait plus de place dans la section menuiserie. Donc on m'avait mis un ajustage sur métaux. Donc j'ai fait tourneur-fraiseur. Et donc, le bac, c'était quelque chose que je n'avais pas imaginé. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'était ingénieur, architecte, tout était possible. Donc, j'ai décidé de faire médecine. J'avais envie d'une implication sociale. J'aimais les sciences naturelles. J'aimais les leçons de choses qu'on apprenait plus petit, les sciences naturelles. Ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et donc, j'ai décidé de faire médecine. Et à partir de la 2e année de médecine, je me suis rapproché de l'hôpital et j'ai demandé à un chirurgien, un chef de service, si je pouvais
regarder, assister aux opérations. Et tout le mois de juillet, je suis venu, je rasais les murs. On était dans un bloc opératoire, on n'a pas beaucoup de latitude. Et un jour, ça faisait un mois que je venais, tous les jours j'étais là. Et un jour, il y a une urgence de la main qui arrive, et le chef de service cherche l'interne qui était parti dans les services, et il dit à la chef de bloc, « Habillez Étienne. Habillez Étienne. » Ça, c'est un truc que je n'oublierai jamais. Habillé Étienne, ça veut dire tout d'un coup, je devenais ce chirurgien, enfin l'étudiant, donc un habit, et ça a été une révélation extraordinaire. J'ai retrouvé en médecine le geste manuel important en chirurgie, et donc après j'étais interne et je me suis orienté vers l'orthopédie, chirurgie orthopédique, et alors là j'ai retrouvé les mêmes outils, si vous voulez. On met des vis, des plaques, des broches, on fait des saignées, des gouges, on fait des réinsertions ligamentaires, et je me débrouillais bien dans ce domaine-là, effectivement, où l'outillage est important. Et j'avais quand même une envie lointaine de voyage. Je suis né à la campagne et j'aimais dormir dehors, j'aimais ça. Et on avait deux exemplaires de l'illustration. L'illustration, c'est un magazine qu'on trouve chez les antiquaires aujourd'hui, et c'est du temps où c'était le National Geographic français du temps où la France avait cet empire colossal. Partout sur la planète, vous aviez un bout de France, et il y avait des récits de voyage dans l'illustration où vous aviez des bateaux qui partaient. Alors on prenait tous les corps de métier, il y avait des images de caravanes avec des porteurs, et donc je m'imaginais faire partie de ces voyages-là. Donc ça, c'est assez ancien. Et en fait, à un moment donné, donc j'ai dit, je vais faire médecin d'expédition. Donc j'avais 2 années d'internat en chirurgie, je travaillais en urgence, j'avais largement les compétences pour le faire, et c'est comme ça que j'ai commencé à naviguer avec le père Jaouen. C'est un jésuite qui a un bateau qui s'appelle le Bel Espoir, et il faisait la réinsertion de toxicomanes. Le père Jaouen, Alain Collat, puis Tabarly. J'ai fait la course autour du monde avec Éric Tabarly, des expéditions à la face nord de l'Everest, vraiment beaucoup d'expéditions. Et à un moment donné, j'allais avoir 40 ans, et je me suis dit, maintenant quand même, enfin on ne gagnait pas sa vie en faisant ça. Par contre, je gagnais un minimum en faisant de la médecine générale. J'avais abandonné le secteur hospitalier, et je faisais de la médecine générale en remplacement. Je gagnais ma vie comme ça, et je partais en expédition, ça me laissait le temps. Et à un moment donné, je me suis dit, mais maintenant, il faudrait que je fasse la mienne. Je savais un peu comment organiser un projet. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller au pôle Nord. Ça m'allait bien, le pôle Nord, parce que c'est pas technique. Vous voyez, j'avais pas la capacité à organiser une expédition himalayenne, ni même de faire des courses au large. Par contre, le pôle Nord, c'est techniquement simple. On n'a pas besoin de faire des stages pour apprendre à tirer un traîneau. On vous met un traîneau à la taille, dans la seconde qui suit, vous avez compris le geste. Voilà, donc déjà, ça c'était beaucoup plus simple. Ensuite, les conditions sont sévères, mais j'étais déjà un super campeur. J'avais campé sous toutes les latitudes, en mer, en bateau, dans les tempêtes, sur des bivouacs, donc je savais que je pouvais camper, je saurais me débrouiller, quoi. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller au pôle Nord. J'ai travaillé un an pour le faire. En 85, j'y suis allé, j'ai échoué au bout de 15 jours. Je suis revenu en 86, j'avais mieux compris comment il fallait faire, j'avais un nouveau traîneau, j'avais de nouveaux matériels. Mais je me suis retrouvé avec les mêmes difficultés devant moi. Vous imaginez un petit avion sur ski, là, un Twin qui vous pose au nord du Canada, et le pilote, il s'en fout de vous, hein. Vous êtes un client, quoi. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est que je dégage vite de l'avion et qu'il redécolle parce qu'il faisait moins 48. Donc, il coupe un moteur, le moteur qui est du côté de la descente, on va dire, et il garde l'autre. Et donc, le copie m'a aidé. On a descendu le traîneau qui était très très lourd, c'était au départ. Et puis, plac, il a fermé la porte, il est remonté dans l'avion et je me suis retrouvé tout seul là. Et donc, j'ai fait signe au pilote, j'avais besoin de dire quelque chose, je ne sais pas, c'était brutal, d'une grande brutalité. Et j'ai dit au pilote, où est le Nord? Et il a ouvert, enfin j'ai fait un signe, il a ouvert son truc, là il m'a fait signe comme ça, et boum, l'avion est parti, donc dans un nuage de neige. Et pendant un moment, vous entendez cet avion qui s'éloigne et qui vous donne
le poids et l'immensité de la solitude dans laquelle vous vous trouvez. Et en fait, c'est un projet que l'on construit dans le monde. J'ai jamais été autant invité à déjeuner, si vous voulez, que pendant la préparation. Je me suis dit, on peut passer sa vie en bouffant à gratos, en ayant des projets que l'on va raconter. Mais à un moment donné, il faut se le coltiner, quoi. Et donc, c'est pas le Tour de France. Il y a personne sur les bords qui vous dit, allez, vas-y. Donc, j'étais tout seul, tout d'un coup, saisi par cette idée qui me dépassait totalement. Moins 48 et devant moi, une banquise très chaotique. Il faut comprendre que le pôle Nord est au milieu d'un océan. Un océan gelé, qui s'appelle l'océan Arctique. Donc, c'est une couche de glace qui recouvre cet océan qui faisait en 86 1,80 m d'épaisseur. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus fine. Et donc, cette plaque de glace bouge sans arrêt. Elle se fracture parce qu'il y a des courants, parce qu'il y a des vents. Et donc, il y a une véritable tectonique de la plaque de glace. Et ces plaques entrent en collision et forment ce qu'on appelle des crêtes de compression. Vous avez des murs comme les bocages normands faits de pierre. Vous avez des murs de blocs de glace qui font 4-5 mètres de hauteur à passer. Et donc, devant moi, c'est un chaos monstrueux. Et là, vous pouvez pas vous dire, bon, maintenant je suis là, je l'ai voulu, je vais m'organiser. Non. Tout d'un coup, qu'est-ce que je fais? Vous êtes pris par ce moins 48 qui vous saisit immédiatement. Donc, c'est soit monter la tente et se blottir dans le sac de couchage, soit entrer dans le chaos. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et c'était très compliqué. Je faisais 1 km à l'heure. Et donc, je faisais commencer à faire des calculs. J'avais 800 km plus la dérive contre moi. Et là, vous commencez à vous dire, je n'y arriverai jamais, quoi. Et les jours passent comme ça, on se caille terriblement. J'ai connu moins 52 sous la tente. C'est très, très froid. On est réveillé sans arrêt par le froid. Donc, on est un peu une espèce de mollesse mentale. Il faut faire très attention quand on est seul à ces basses températures, de ne pas... Ce qu'on a envie de faire, c'est de rester comme ça, et à la limite, le froid va vous endormir si vous arrêtez de lutter. Et donc, il faut être très vigilant. Les nuits étaient très pénibles. La journée, ça va, à part que c'était très chaotique. Le froid, dans la journée, on n'a pas froid. Tirer son traîneau, c'est producteur d'énergie, de chaleur, et donc, bien sûr, on a froid au visage. On a vu hier les images de Laurence de la Ferrière couvertes de glace, parce que l'expiration, l'humidité de votre expiration gèle partout, c'est très impressionnant. Et donc j'avançais petit à petit, je progressais très lentement, et à un moment donné j'ai compris que je risquais de ne pas y arriver une deuxième fois. Le gars qui tenait l'auberge à Resolute Bay, au nord du Canada, qui avait vu passer du monde tous les ans, il voyait passer du monde, des candidats au pôle Nord, et il y en a qui venaient l'été pour voir comment c'était, qui revenaient pas. Il y en a qui venaient donc pour prendre le départ, et quand ils voyaient comment il faisait froid, ils n'allaient même pas au départ. Il y en a d'autres qui partaient, au bout de 2 jours, ils appelaient au secours. Donc j'étais dans cette situation, et le gars qui tenait l'auberge m'avait donné 1% de chance la première fois, parce que j'étais bien préparé. Et la deuxième fois, parce que j'en connaissais un peu plus, il avait doublé, il m'avait 2% de chance. Et j'ai dit, ce salaud va avoir raison. Je sentais que j'étais taraudé par l'envie d'abandonner. Et en fait, c'est un parcours très héroïque, en fait, qui se veut héroïque. Et donc je me disais, à un moment donné, il faudrait quand même une bonne raison d'abandonner. Je me disais, putain, si tu pouvais te casser une jambe. Vous voyez, un truc où on revient sur une civière, c'est beaucoup plus glorieux que de dire je me caille. Et surtout que vous avez allumé du monde pour partir, quoi. Hein, vous en avez parlé. J'étais passé à la télévision avec, ils sont plus à la télévision, Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry. Ça vous dit quelque chose, ça? Voilà. Ben, c'est de cette période-là. Donc j'étais passé à la télévision avec mon traîneau, donc j'étais le héros, il fallait y aller, quoi. Et donc ce qui s'est passé, il y a une transformation, et c'est ça qui est intéressant. Dans cette persévérance, à un moment donné, je me suis dit, je fais ce que je peux, et je vais essayer d'avancer. Et à un moment donné, on commence à savoir lire la glace, on commence à avoir ses réflexes, savoir comment on fait dans ce grand froid, et petit à petit, je me suis rendu compte, j'ai réalisé une chose intéressante, je me dis, mais attends, t'es ce petit mec qui va au pôle Nord un jour, qui a rêvé d'aller au pôle Nord, et tu y es. C'est un peu comme Jean-François quand il est dans sa fusée, il dit, j'en ai rêvé, puis putain, j'y suis vraiment. Et donc il y a tout d'un coup, j'y suis, mais attends, il faut pas gâcher l'histoire, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à retrouver, à être le marcheur du pôle, c'est-à-dire que je me suis vraiment intégré avec cet univers. Et alors l'arrivée au pôle Nord, c'est formidable, quoi. C'est une libération, parce que ce sont des projets qui sont lourds à monter, qui vous tiennent, une libération.
Et ce sentiment unique, enfin rare, que toutes les cellules de votre corps sont heureuses, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien qui pèse dans la vie, tout est merveilleux, quoi. Vous avez accompli ça, je parlais à la glace, au bloc de glace, je parlais à mon traîneau, je parlais au réchaud, pour lui dire merci, merci, et surtout le traîneau qui avait vu mon dos arc-bouté comme ça tout le temps, et donc je lui parlais, en fait c'était un grand moment. Et donc j'ai récupéré au bout de 4 jours, parce qu'il faisait mauvais, et je suis revenu de cette expédition avec une confiance en moi. Avant j'étais équipier sur des beaux projets, mais là j'étais le patron, j'avais eu l'idée, j'avais réuni les moyens pour la faire, je l'avais réalisée et réussi. Et donc je me suis dit, ça va être ma vie. Et le pôle Nord a été un tournant, effectivement, dans ma vie, un deuxième tournant, ou un tournant de plus, dans mon existence. Et là, tout d'un coup, je me suis orienté, et c'est à partir de ce moment-là que je suis devenu entrepreneur d'expédition polaire. Et donc j'ai fait construire ce bateau qui s'appelait, quand je l'ai fait construire Antarctica, qui aujourd'hui a une vie merveilleuse, qui s'appelle Tara. Donc je l'ai fait construire en 1987-88 pour faire des missions. Et en allant au pôle Nord, petit retour au Nord, au pôle, sur la route, au mois de mai, un soir à 6 heures, je faisais ma sieste après le goûter. Et oui, on goûte. Et heureusement, ce sont des bons moments, ça. Quand on met un truc chaud dans l'estomac, du porridge, je voyais un truc, c'est une vraie bouillotte. Là, vous mettez une bouillotte là et vous pouvez vous assoupir un peu dans le sac de couchage, c'est un moment agréable. Et j'entendais des bruits du style, des bruits comme ça. Et là, je me dis, bon sang, c'est un ours. C'était ce que je redoutais le plus. J'avais pas d'armes et un ours. Et puis quelques secondes, vous voyez, à peine je dis mais non, ce sont des chiens. Et je savais qu'il y avait une expédition américaine en route vers le pôle Nord. Et donc je suis sorti de la tente vite et j'ai escaladé la crête de compression de glace, j'étais à l'abri. Et donc je vois passer 6 attelages de chiens, et c'était l'expédition américaine. Et devant, il y avait Will Steger, qui était le chef de l'expédition. Et donc Steger a vu un mec surgir de la glace comme ça, et il est arrivé en courant vers moi, donc il savait que j'étais en route vers le pôle. On était 2 expéditions en route vers le pôle Nord, et donc Will est venu sous ma tente, elle était toute petite ma tente comme ça, il m'a dit well, you're lucky, vraiment. Donc il avait à gérer cette énorme expédition, il m'a envié à un moment donné cette solitude légère, et puis et il m'a dit suis nos traces. Moi on n'était pas sur le même fuseau horaire, bien qu'étant sur la même longitude, mais lui travaillait avec une heure de Minneapolis et moi j'étais plutôt de temps en temps avec des heures françaises. Donc il m'a dit, et comme il faisait toujours tout le temps, vous choisissez votre horaire. Et donc il m'a dit, suis mes traces et on parlera demain. Donc j'ai suivi les traces, on a bu un café, et Will m'a dit, et si on faisait une expédition au pôle Sud ensemble? Et je me souviens, il lui a dit, Will, on est vraiment busy avec le pôle Nord, very busy, et on en reparle. Et donc en août, on a terminé chacun, lui il a atteint le pôle Nord et moi aussi. Et au mois d'août, il m'a appelé, Will, il vit dans la forêt du Minnesota, au nord des États-Unis, dans le bush avec ses chiens, aucun sens du décalage horaire. Il m'a appelé, il était 3 heures du matin, et donc il me dit, est-ce qu'on parle du projet? Donc je suis allé à Minneapolis, et puis chez lui, à la frontière canadienne. Et Will habite dans la forêt, dans une cabane, vous voyez la cabane qu'il a construite dans la forêt, sur un rocher, sur le bord d'un lac. Truc de rêve, quoi. Et le soir, il n'y avait pas la lumière, bien sûr, il y avait la lampe à pétrole, donc il a étalé la carte de l'Antarctique et il m'a dit « the longest way », la plus longue route, du bout de la péninsule de l'autre côté. J'ai dit « écoute, moi je ne sais pas si les chiens », il m'a dit « les chiens pourront le faire ». Et c'était en 87 qu'on a décidé ça. On a décidé que c'était une expédition internationale. J'ai dit « Will, 89, c'est un moment très important ». 1989 pour le pôle Sud, pour l'Antarctique, c'est la fin de la première tranche du traité de l'Antarctique, de 30 ans. Ça avait été signé et ratifié pour 30 ans. Et en 89, il y avait une nouvelle discussion sur la prolongation du traité. Ce traité de l'Antarctique, c'est le seul, je crois, que les Américains ont signé. Les Américains ne signent aucun contrat onusien. Ils ne vont pas signer grand-chose, là. Ils n'ont jamais signé, même pas le tribunal pénal de l'Haye, même pas sur la biodiversité. Non, ils ne signent pas. Et donc j'ai dit à Will,
c'est important qu'on supporte ce traité, il faut une expédition internationale. Yes. Donc il avait le matos, il m'a dit il y aura un Australien, un Néo-Z, un Américain, lui une Américaine, un Canadien et toi. Je lui ai dit attendez, ça c'est pas une expédition internationale, ça c'est les Anglo-Saxons qui invitent un Français. Et je lui ai dit c'est pas ça qu'il faut faire. J'ai dit il faut prendre les grands pays qui sont très implantés en Antarctique, qui ont des bases solides et qui font une recherche conséquente. Ce sont eux qui sont les meilleurs porte-parole pour la prolongation du traité. Je lui ai dit il faut aller chercher un Chinois, on était en 88, 87, 88, un Russe, donc qui était soviétique, et Will me dit, si on met des communistes, mes sponsors vont pas suivre. Et j'ai dit, non Will, t'inquiète pas, au contraire, c'est une ouverture sur le monde. J'ai dit, il faut prendre un Japonais. Et alors il me dit, Japanese, that's good idea, they have money. Et voilà, donc ça s'est construit comme ça, mais c'est un type merveilleux, mais tout d'un coup, il découvrait le monde qui était autre chose que l'Amérique. Et donc, on a monté ce projet, on a traversé le Groenland d'abord pour s'entraîner. Enfin, on a dit c'est pour s'entraîner, enfin, c'était une bambée de 2 mois quand même, du sud au nord, bon, pour s'exercer avec les chiens, faire connaissance. Et ensuite, on a traversé l'Antarctique. Ça a duré 7 mois, 6300 kilomètres. Avec des moments difficiles, surtout les 3000 premiers kilomètres sont un peu plus difficiles par exposés au vent. Il y a des longues chaînes de montagnes. Et donc on était 6, donc il y avait un Chinois, un Russe qui était soviétique encore, un Japonais, un Anglais, un Américain et moi. Et je dis toujours qu'on a réussi parce qu'on ne parlait pas la même langue. Parce qu'on a passé beaucoup de temps, des fois, dans la tempête sous la tente, et donc vous avez un Français à face de vous, puis les tentes sont petites, hein. Donc vous avez la tronche en face, là, 50 cm, il y a le réchaud qui nous sépare entre les deux, on passe son temps dans les sacs de couchage parce qu'il fait froid, et vous imaginez passer 7 mois comme ça avec un copain ou des copines français, au bout d'un moment, la discussion, ça baisse en ampleur, en contenu, quoi. On commence à parler de la couleur de la voiture, vous voyez des trucs qui font qu'on se fâche pour des bêtises. Et tandis que là, il y avait une retenue, Jean-François doit connaître parfaitement ça, ces mélanges de nationalités où en fait les mots sont choisis. L'anglais du chinois avec mon anglais, c'était, on se comprenait, on n'avait pas la latitude pour raconter des choses qui pouvaient fâcher. Et juste une parenthèse, moi j'ai appris l'anglais au collège technique de Mazamet dans le Tarn, avec un professeur qui n'avait pas dépassé le nord du département, je pense. Et je donne un exemple d'une leçon au collège technique de Mazamet. A cat is an animal. Repeat after me. Alors, a cat is an animal. A cat is an animal. A cat is an animal. Et puis après, il fait forme interrogative. Is a cat an animal? Puis silence dans la salle. Is a cat an animal? Il faisait, eh ben, yes. Ça c'était mes premiers cours d'anglais. Donc avec ça, on n'est pas équipé pour affronter le monde. Mais j'ai fait des progrès. J'ai fait des gros progrès depuis. Donc on a traversé l'Antarctique et on a été reçu par on a été reçu en France par le président Mitterrand, par George Bush le père aux États-Unis, par le premier ministre japonais, etc. Donc on a fait le tour. Là où on a été un accueil extraordinaire, c'était en Chine. En Chine, il y avait 3000 enfants sur le tarmac. C'était une marée jaune, parce qu'ils avaient des casquettes jaunes. Et c'est vrai. Et des petits drapeaux comme ça. Et on était accueillis comme les Rolling Stones. On avait un bus pour nous. Et en fait, il faut comprendre que c'était après les événements de Tiananmen. Quand on est parti au mois de juillet 1989. Il y a eu les événements en mai 89, les événements sur la place de Tiananmen. On avait un Chinois avec nous, et donc on avait en principe comme principe de défendre le traité de l'Antarctique qui dit que l'Antarctique doit rester une terre de science et de paix. Et donc, bien sûr, la presse a commencé à s'intéresser à nous. Comment se fait-il que vous prenez un Chinois sur un projet où on va défendre, etc., toutes ces valeurs-là? Et je me souviens, j'avais écrit une charte. Et donc, je demandais à Chin Daro, le Chinois, enfin, on la signe tous, et Daro m'a dit, si tu me demandes de signer, je ne peux pas le décider tout seul, et si je demande l'autorisation, je ne vais pas être accepté. Et donc, on a convenu qu'en fait, on était
des ambassadeurs. Et donc on a fait ce projet. Et c'est vrai qu'il y a eu entre nous, il y avait une espèce de dignité. On était des ambassadeurs, il y avait peu de mots, on n'a pas l'occasion de parler souvent quand on est avec son traîneau. Mais il y a eu vraiment quelque chose de très fraternel en plus, et on s'est revus il n'y a pas très longtemps à Minneapolis. Et quand on se revoit, on s'est revus 3 fois depuis, et chaque fois qu'on se revoit, on a l'impression qu'on s'est quitté la veille. Et on a vécu des choses tellement intenses que ça crée des liens importants. Et j'y étais il y a 15 jours à Minneapolis, et donc j'ai passé du temps avec Will Steger. Et Will, c'est pas un bavard. Et donc j'ai passé 3 jours avec lui, et c'est vrai qu'on s'est dit peu de choses. Et la personne qui s'occupe de ses affaires à Minneapolis m'a dit de quoi vous avez parlé avec Will? J'ai dit on fait des silences. Et elle me dit alors ça va? Et donc on fait des silences qui sont nourris d'une amitié sans se dire des choses. Donc ça a créé des liens très forts entre nous. Et ce message, donc on l'a porté en 89, en 90. Il y a eu des discussions parce que c'était qu'est-ce qu'on fait avec les richesses de l'Antarctique. C'était ça qui était le plus difficile à résoudre entre les pays. C'est pour ça que c'était pas reconduit la première fois à Paris. Il devait y avoir un traité à Paris. Tiens, c'est drôle. En 89. Il devait y avoir la reconduction du traité de l'Antarctique à Paris, et ça ne s'est pas fait parce qu'il y a des désaccords entre certains pays qui voulaient se protéger, ils voulaient garder la liberté d'exploiter éventuellement les richesses. Et donc on retrouvait les États-Unis, l'Australie, le Japon, quelques pays qui ne voulaient pas signer et se préserver d'une exploitation potentielle des richesses. Et Michel Rocard, tiens, c'est marrant, mais il faut le saluer ici. On a déjà salué Francis qui fait du bon boulot. Et Michel, son père, a fait un travail remarquable pour l'Antarctique. Il a eu cette espèce d'intuition à un moment donné qu'il fallait faire quelque chose pour la protection de l'Antarctique. Ouvrir la possibilité d'exploitation, c'était affaiblir la performance de ce traité. Et donc il s'est allié avec un de ses collègues qui est devenu ami, le Premier ministre d'Australie. Et à deux, petit à petit, ils ont commencé à contaminer les autres, de manière à ce que tout le monde se dise, mais c'est vrai, c'est peut-être une connerie de penser, de mettre une vermine dans ce traité qui est pur comme tout, et de la vermine dans ce traité. Et en fait, ils ont décidé quelque chose qui est intelligent, on n'est pas mûr pour la décision, on va faire un moratoire. Et ça, c'était très intelligent. On va faire un moratoire, c'est-à-dire pour 50 ans, on s'engage à ne pas toucher les richesses de l'Antarctique. Et ça, c'est formidable, parce que ça a été suivi. Alors, jusqu'en 2048. 2048, ça va être rediscuté. Et souvent, je fais des conférences dans les collèges, et je raconte ça. Et je dis jusqu'en 2048. Donc, en première, terminale, ils ont déjà un sens de ce qui est bien et pas bien. Il me dit, mais pourquoi vous avez... Il me regarde à moi. Pourquoi vous n'avez pas donné pour l'éternité ce territoire? J'ai dit, machin, bon, on a fait déjà un effort pas mal, c'est jusqu'en 2048. Oui, mais après 2048. J'ai dit, mais après 2048, c'est toi qui vas être aux manettes. C'est toi qui vas décider. Parce qu'en 2048, moi, je ne serai plus là. C'est toi qui vas décider. Et c'est ça qui est intéressant. Si vous voulez, ces expéditions, en fait, sont intéressantes comme support pédagogique. Et ça, depuis le début, j'ai une tentation pédagogique très, très forte. J'adore essayer de simplifier les choses complexes pour élaborer quelques mots qui sonnent dans la tête des gens qui sont très occupés. Les hommes politiques sont des gens très occupés. Ils ont des sollicitations multiples de toutes sortes, sans arrêt. C'est en général pas sollicité pour dire bravo. Pour des choses qui sont souvent difficiles à résoudre. Et donc, ce qui est important, c'est de trouver quelques mots clés qu'ils s'approprient et qu'ils peuvent ressortir sans dénaturer le propos. Et surtout, ce propos est la force d'en parler. Le terrain vous donne une légitimité. Quand vous allez au pôle ou n'importe quoi, faire un tour du monde, vous revenez avec une force, avec une légitimité. Et ça, il faut l'utiliser, cette légitimité, parce qu'on vous croit. Vous représentez quelque chose, le gars qui sait coltiner les éléments, il nous parle de quelque chose qu'il a vu, qu'il sait, et donc c'est un support pédagogique très intéressant. Et
bien sûr, ce qui est venu très très vite dans ces conférences que je faisais, c'est la notion que les régions polaires commençaient à être affectées par le réchauffement climatique. Et c'est une réalité. Et c'est là, petit à petit, qu'on devient le porte-parole de cette situation. Et j'ai deux choses à dire sur la notion du changement climatique. En 1986, j'avais un des partenaires qui était le groupe ELF. J'avais lu AP et ELF, peut-être vous avez vu sur... Et puis Damar. J'avais Damar qui m'avait donné des damars et qui avait une grosse affiche. On n'était pas bon en négociation, je m'étais fait engueuler parce qu'ils avaient donné des sous-vêtements. C'était pas fendu, hein. Mais ils avaient réussi à me fourguer un gros damar, c'est le truc. Et surtout, après, quand on est revenu, quand je suis revenu, donc, il y a eu une campagne d'affichage, la grosse 3x4, vous voyez les gros panneaux, où on voyait ma tronche avec la glace, il y avait écrit dessous, froid moi, jamais. Et, c'était la campagne de Damar. Pourquoi je vous disais ça? Oui, ça y est. Donc c'était en 1986. Et donc j'avais le groupe ELF comme partenaire. Et le directeur de l'environnement, parce que ça existait déjà, chez ELF m'a dit une chose, donc c'est en 86, il m'a dit le prochain grand problème de l'environnement planétaire, c'est le réchauffement dû aux excès de CO2. Je me souviens que j'avais enregistré ça en me disant, tiens, et donc j'ai commencé à regarder à ce moment-là les quelques rares publications qu'il y avait, et c'était pour les scientifiques quelque chose qui était déjà à l'œuvre. Et j'avais fait une conférence après avec Claude Lorius, au retour de l'Antarctique, donc 90, on avait fait une conférence commune avec Claude Lorius, donc lui parlait de cette approche scientifique, moi je parlais de la traversée de l'Antarctique, et Claude Lorius avait donc montré ces courbes, si vous voulez, de l'alternance de l'histoire du climat, avec ces alternances de périodes froides et chaudes, et puis cette accélération du réchauffement liée au développement de l'humanité, enfin à travers la consommation des énergies fossiles, le début de l'ère industrielle. Et il avait eu cette phrase, je me l'avais notée sur mon carnet, le processus est enclenché. Donc je me souviens de ça, le processus est enclenché. Les scientifiques savaient déjà qu'il y a quelque chose qui était en train de se tramer, si vous voulez. Et donc je me suis cultivé sur la chose. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Parce que la planète s'est réchauffée de 0,8 degrés en un siècle. Même pas 1 degré. Enfin, maintenant c'est 1 degré. 0,8 degrés en un siècle. Ce n'est pas perceptible. Vous voyez ? La température change entre le matin et le soir, entre l'été et l'hiver. 0,8 degrés, ce n'est pas perceptible. Et de quoi se parlent deux personnes qui le matin vont acheter la baguette ou le journal dans la rue? Salut, ça va? T'as vu le temps qu'il fait? La santé et la météo sont les deux mamelles de la conversation populaire. Et donc, quand vous parlez de climat, météo, il y a une confusion. Les gens se l'approprient forcément. S'il fait une canicule, en période de canicule, on dit « Putain, ils ont raison, ça se réchauffe ». Mais si c'est en hiver qu'il fait froid, il nous raconte des carabistouilles, t'as vu comment on se caille. Et donc, ce n'est pas quelque chose de perceptible, c'est une mesure scientifique. La Terre, elle a une fièvre chronique. Vous voyez, 0,8 degrés. Imaginez, vous avez 37,8. À 37,5, 37,6, 7, 8, on appelle ça une fébricule en médecine, une petite fièvre. Ça veut dire qu'on couvre quelque chose. Et en général, on dit, dis donc, il va falloir qu'on s'en occupe, qu'on aille voir le docteur. Oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on s'en occupe. Et puis ça traîne un peu, puis paf, arrive une première complication. Ah, là, il faut y aller. La Terre, elle en est là aujourd'hui. Elle est au stade des premières complications. Ces inondations importantes, ces sécheresses qui se déploient, ces cyclones importants, tout ça sont des manifestations qu'on appelle climatiques extrêmes qui sont le reflet d'une dérégulation progressive à l'œuvre. Et les régions polaires, elles commencent à être touchées, surtout le nord, surtout l'Arctique, parce que l'Arctique change de couleur aujourd'hui. L'Arctique était une zone qui était blanche toute l'année, enfin une grande partie. La terre tout autour sur le permafrost était couverte de neige et l'océan au milieu était couvert de glace en majorité. Donc le blanc
est un réflecteur, on appelle ça une capacité d'albédo, de réfléchir le rayonnement. Aujourd'hui, la banquise, vous avez vu, fond en surface, elle régresse à la fin de l'été, c'est-à-dire que l'océan est devenu un capteur, ne réfléchit plus la lumière, mais devient un capteur, et tout autour, le permafrost qui était couvert de neige pratiquement toute l'année, maintenant 2, 3, 4 mois à certains endroits, est découvert de neige et donc devient un capteur, capte cette chaleur, fond, émet du gaz carbonique, émet aussi du méthane. Donc on assiste avec l'Arctique à un phénomène d'emballement. Il y a certains endroits en Arctique où la température moyenne s'est réchauffée de 4 degrés en 70 ans. C'est énorme. Et on peut dire, bon, ça touche l'Arctique, mais non, ça touche tout. Parce que la machine climatique, c'est l'échange entre la chaleur des tropiques et le froid des pôles. Et la Terre, la nature, elle va toujours dans le sens de l'équilibre. Vous voyez, il fait toujours chaud dans les régions tropicales. Et donc la Terre, elle a 2 fluides pour faire circuler cet excès de chaleur. Elle a les courants atmosphériques qui prennent à peu près la moitié du travail, ils font la moitié du boulot. Et donc ce sont des circulations rapides. C'est ce qui conditionne la météo, ces changements rapides. Et puis vous avez beaucoup plus pérennes les courants océaniques. Une illustration, c'est le Gulf Stream que vous connaissez tous, qui prend la chaleur de la Caraïbe et qui la monte, on a une branche qui monte vers le nord pour échanger. Bon, c'est ça. Et donc, dans le nord, on a ouvert la porte du frigo de la Terre. On perd des frigories à l'heure actuelle qui vont petit à petit manquer à cet excès de chaleur tropicale. Donc on va vers du dérèglement. Et donc, les manifestations du réchauffement climatique, ça ne va pas être tout d'un coup, tiens, il fait meilleur, ça s'est réchauffé. Non, on va vers du chaos. Et donc ça, c'est pour ça que, et c'est cette inertie colossale de la machine climatique fait que il faut s'y attaquer dès maintenant pour avoir des résultats dans 50 ans. C'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Et c'est vrai, comme tout ce qui est chronique, c'est comme tous les carrefours où il y avait des accidents et on commençait à se décider à mettre un feu ou un stop au 4e mort. Eh bien, c'est un peu pareil, cette espèce d'inertie à décider qui fait que tout d'un coup on y va, on va y aller, voilà. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on parle du gaz carbonique. C'était beaucoup plus simple avec l'ozone. Quand on a trouvé qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone, on a identifié que c'était le CFC, et puis on a identifié 5 ou 6 entreprises qui le fabriquaient, des grosses entreprises de la chimie, qui ont réussi à se mettre d'accord pour trouver des produits de substitution. C'était relativement cerné. Aujourd'hui, le coupable, il est invisible, c'est le gaz carbonique, et il est émis par tous. Vous êtes venus certainement, enfin, avec la mobilette, je ne sais pas, la voiture, mais on a tous émis, on participe tous à ces émissions. Et à l'échelle d'un pays, ce sont des grandes entreprises. Donc tout le monde est d'accord dans sa tête pour dire qu'il faut, mais regardez sur l'Europe, qui est déjà un pays où on est assez avancé dans les mesures que l'on prend contre le réchauffement climatique. Autour de la table, dans une réunion européenne, vous avez ceux qui sont en capacité de pouvoir réduire. La France en fait partie, avec l'énergie nucléaire qui n'est pas émettrice de gaz carbonique. Donc on a beaucoup d'énergie qui est non carbonée. Mais vous avez en face de vous, de côté de la table, le président ou le Premier ministre polonais. Lui, il produit 93% de son électricité au charbon. Donc vous n'allez pas lui dire arrêtez le charbon demain matin. Il ne va pas s'en sortir. Et donc c'est vraiment cette construction d'un fonctionnement du monde qui est en train de se mettre en place. Et donc c'est pour ça que c'est pas simple. C'est une machine qui a une énorme inertie. Et regardez comme c'est difficile déjà de changer ses propres habitudes personnelles, de changer celle de la famille. Donc on peut imaginer celle d'une ville, celle d'un pays, etc. Donc on est en train de brasser le comportement de l'humanité. Donc c'est quelque chose qui est pas facile, si vous voulez, mais ne perdons pas de vue que les acteurs du changement dans le bon sens, des solutions, c'est vous, c'est un état de citoyens, de chefs de famille, de chefs d'entreprise, d'hommes ou femmes politiques, enfin, chacun a une capacité à agir. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que ça a circulé à l'échelle planétaire, on le voit dans les territoires, par exemple, les mesures qui sont prises aujourd'hui. Tout le monde sait qu'il faut isoler l'habitat. Enfin, il y a plein de mesures qui sont comme ça. Je vois, je suis originaire du Tarn, j'ai fait l'autre jour Albi-Toulouse, c'est et toutes les aires d'accès, les champs de trèfle sont devenus des parkings de covoiturage. On sent qu'il y a une volonté, on a compris qu'il fallait faire quelque chose. En plus, socialement, c'est intéressant. Il y a peut-être des gens qui vont se marier, je ne sais pas.
c'est social, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas qu'une contrainte, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre. Donc vous avez compris que la machine climatique a une énorme inertie, et donc ce que vous faites aujourd'hui, ça a des résultats dans 50 ans. Donc il faut s'y mettre. Et la COP21 devrait, j'espère, accoucher de quelque chose d'encourageant. Encourageant, même si les contraintes contraignant, c'est intéressant, mais tout le monde sait que s'il y a de la contrainte, il y en a qui vont se barrer de la signature. Il faudrait quand même que tout le monde... Il y a une chose qui est importante aujourd'hui, c'est arriver avec la copie. La copie, voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on a décidé, ce qu'on peut faire. Ce qui est important, c'est cet engagement que chacun essaye de faire. Chacun accepter l'idée aussi qu'on contrôle, qu'il y ait des contrôles pour voir s'il suit bien la feuille de route et puis imposer en même temps des serrages de vis, si vous voulez. Ça me paraît quelque chose qui évolue dans le bon sens parce qu'en même temps, ça donne du baume au cœur à tout le monde qui est en train de se mobiliser pour ça. Parce que s'ils ressortent à Copenhague en disant on n'a pas réussi à se mettre d'accord, c'est grave parce que c'est pas les diplomates qui sont autour de la table, eux ils reprendront l'avion le soir si vous voulez, puis terminé, ils sont dans une autre vie. Et ce qui est important, si vous voulez, c'est que tous les citoyens qui sont dans l'action aujourd'hui du changement climatique, et sentent qu'il y ait derrière eux une volonté politique de le faire, même si la feuille de route n'est pas parfaite. Je pense que c'est ça qui est important et qui va se tramer cette semaine à Paris.